C'est parti pour l'expédition de la Coupe du Monde Qatar 2022. Les 32 sélections, les 32 équipes, les 32 fédérations prennent part activement dès aujourd'hui à cette compétition internationale du côté de Doha. C'est au Qatar. On parlera de la Coupe du Monde de football ce matin dans le cadre de cette autre livraison du grand débat qui s'ouvre à vous. Mesdames, Messieurs, bonjour et bienvenue sur les antennes de Cam10 Télévision. Vous faites bien de nous regarder. Un bonjour à toutes les personnes qui nous regardent du côté de Douala. Bonjour à toutes ces personnes qui nous suivent du côté de Batouri, du côté de Bertoua. Vous êtes scotché également du côté de Ngaoundéré. On vous dit le bonjour et bienvenue dans cette émission. 120 minutes de télévision pour parler sport, 120 minutes de télévision pour parler football, essentiellement la Coupe du Monde qui débute donc du côté du Qatar. On en parle ce matin, les sujets ou alors le sujet inscrit à l'ordre du jour, ce sera Qatar 2022, balle au centre pour toutes les nations, pour toutes les fédérations. On verra le pourquoi du comment cette organisation, on verra le comment du pourquoi cette organisation, on verra également les différentes performances des 32 sélections qui participent à cette expédition. On questionnera les performances des équipes africaines et naturellement le Cameroun. Allons rapidement à la régie s'interroger à travers ce résumé, le résumé du match qui a opposé finalement le Cameroun au Panama. C'était vendredi dernier. On va prendre quelques extraits et on revient juste derrière le décor pour la présentation du panel. À tout de suite. Demandez avant même que
Retour sur le plateau du grand débat, vous avez très certainement observé les temps forts de cette confrontation qui opposait le Cameroun au Panama. C'était vendredi dernier du côté d'Abu Dhabi. C'était une rencontre amicale, la dernière avant justement que les Lions n'entrent en compétition du côté de Doha. Alors avant tout commentaire, je vais me permettre de vous présenter le panel qui m'accompagne ce matin dans le cadre du grand débat. Avec nous ce matin, Joseph Valéry Fotso, il est chef d'export de Radio Tchéméni Siantou. Il est avec nous ce matin. On lui dit bonjour et bienvenue. Bonjour Joël, bonjour au panel, bonjour aux téléspectateurs de Cam10 que je retrouve avec beaucoup de plaisir. D'accord, c'est un plaisir également de vous avoir ce matin dans le cadre de cette livraison du grand débat sur les antennes de Cam10 Télévision. Le second invité, vous le connaissez, c'est un habitué, il fait partie de la maison, il fait naturellement partie des effectifs. On parle carrément des rangs des consultants de Cam10 Télévision. Il est analyste sportif, mais il a une casquette de consultant à Cam10 Télévision. Fabien Bobo est avec nous ce matin, on lui dit bonjour et bienvenue. Bonjour Joël, bonjour à votre riche panel. Bonjour aux techniciens qui nous permettent de parler. Bonjour aux nombreux téléspectateurs de Cam10 Télévision qui sont disséminés à travers le Cameroun, l'Afrique et le monde entier. Et merci de m'avoir convié à ce débat. Merci bien pour votre présence une fois de plus. Merci pour votre fidélité au grand débat, pour votre fidélité au plateau, différents plateaux de Cam10 Télévision. On aura très certainement dans le cadre de cette émission Jean-Marie Abonanena qui certainement nous fera l'honneur de sa présence sur ce plateau, on l'espère. Hein. Naturellement, on aura également très certainement la présence d'Olivier Mbélé sur ce plateau dans le cadre de cette émission. On ne va pas les attendre, on va essayer de faire un débriefing du match Cameroun-Panama. Ce match qui s'est donc joué, c'était vendredi dernier, du côté d'Abu Dhabi. Alors, Joseph Valéry Fotso, vous avez suivi quelques extraits, quelques temps forts de cette confrontation. Que peut-on dire, votre commentaire global déjà sur la composition, on va le dire ainsi, du manager sélectionneur Rigobert Song par rapport à cette confrontation entre le Cameroun et le Panama? Bon, disons que l'équipe a eu 2, 3, 4 jours pour travailler ensemble. Mais je pense qu'avec les matchs amicaux disputés lors de la récente période de FIFA, le manager sélectionneur s'était déjà fait une idée, excepté André-Franck Zamboanguissa et Maxime Choupo-Moting. Je crois qu'on avait presque le même effectif. Donc il s'était déjà fait une idée, savoir qu'il devait utiliser dans les buts André Onana, l'axe Nkulu, Castelletto, encore Tolo et Faye sur les côtés. Donc il y a Zamboanguissa qui est entré à nouveau avec Olivier Cham dans ce milieu de terrain et on l'a. Et puis devant, il avait le choix entre Aboubacar Vincent et Eric Maxime Choupo-Moting, surtout que Bemo, Brian a fait bonne impression lors du dernier stage et Karl, lui, brillant au Koikambi. Donc globalement, il avait déjà cette fourchette, mais il fallait voir aussi d'autres à l'œuvre. Je parle là de ces changements à la mi-temps où Eric Maxime Choupo-Moting rentre en lieu et place d'Aboubacar Vincent. C'est d'ailleurs en deuxième mi-temps qu'on trouve la solution. Le but, même si en première on s'est créé pas mal d'occasions. Donc c'est un match qu'on a dominé
il faut le dire. Donc nous sommes en train d'observer qu'il y a un problème au niveau de la finition, une finition qui doit être véritablement travaillée. Comment travailler cette finition? Les techniciens savent quoi faire. Maintenant, il a l'embarras, il a une panoplie d'attaquants. Je crois que c'est le secteur le plus fourni de l'équipe nationale du Cameroun. Ils sont 10 au total et par match, il faut utiliser au trop 3, à la limite 4, puisqu'il peut avoir un porteur d'eau derrière les 3 attaquants. C'est donc l'animation, comment on va jouer face à la Suisse, face à la Serbie et face au Brésil. Donc, pour revenir à ce match, disons aussi qu'on peut trouver des circonstances atténuantes. C'est une période sensible. Vous savez que la Coupe du Monde commence aujourd'hui et il y a des gens dans les effectifs qui ne sont pas sûrs de la disputer à cause des blessures. Donc, je pense que l'équipe a donné ce qu'elle pouvait donner à ce niveau-là et je reste convaincu qu'il y a encore des choses qu'elle peut démontrer et nous souhaitons que ce soit dès l'entame face à la Suisse le 24 prochain. D'accord. Alors Fabien Bobo, le sélectionneur, sélectionneur Hugo Berson a opté pour un classement 4-3-3. Est-ce que selon vous c'est un classement qui rassure à la veille d'une compétition comme la Coupe du Monde? Vous savez, dans un système tactique, c'est la qualité de l'animation qui est important. Il faut donner des consignes aux joueurs. Par exemple, dans un système de 4-3-3, vous avez 3 attaquants. Vous avez un attaquant fixateur et 2 attaquants de couloir. Mais maintenant, c'est au coach de donner des consignes. Lorsqu'on a perdu le ballon, qu'est-ce qu'on fait? Les 2 attaquants de couloir doivent rentrer automatiquement pour venir densifier le milieu de terrain, pour que le milieu de terrain soit fourni. Donc, ce va-et-vient-là, ça doit être quelque chose de très important pour les 2 milieux de couloir. Parce que s'ils ne sont pas là, les couloirs sont exposés, c'est-à-dire que les latéraux sont exposés en cas de contre-attaque. Donc, c'est eux qui sont les premiers doublures défensifs de notre équipe. Bon, maintenant, lorsque nous sommes en phase d'attaque, il faut bien qu'il y ait ce nombre-là, c'est-à-dire qu'il y ait ce qu'on appelle les appels dans le dos des défenseurs adverses en surnombre. C'est-à-dire quand nos latéraux ont le ballon au pied, nos attaquants doivent plonger dans le dos pour qu'il y ait des dédoublements, comme on dit souvent. Bon, je crois que pendant ce match contre le Panama, c'est vrai que ce match n'a pas eu un grand rythme. Bon, ça peut se comprendre. Peut-être c'était un effet de chaleur, puisqu'on a vu des joueurs, on a arrêté le match pour que les joueurs puissent se désaltérer. Mais je crois que quand on va entamer la Coupe du Monde, ça va aller très vite parce que c'est une question de rythme. Lorsqu'on a perdu un ballon, comme vous avez vu, notre but est arrivé après l'harcèlement de Zambouanguissa sur le Panaméen. Et dès qu'ils ont perdu le ballon, vous avez vu Choupo-Moting est venu faire le travail. Donc, c'est au coach de mettre un système dont il a les éléments capables de l'animer. D'accord. Également présent sur ce plateau avec nous ce matin, je le disais il y a un instant, Jean-Marie Aboganena qui est avec nous. Jean-Marie est naturellement du cabinet conseil Jama Conseil. Bonjour et bienvenue. Bonjour monsieur, bonjour aux autres panélistes. Je retrouve des amis que je n'ai pas revus depuis. On ne s'est plus retrouvé sur un plateau, principalement mon petit Focho qui m'a abandonné. C'est quand les gens retrouvent une FECAFOOT auréolée de certains succès, ils oublient même qu'ils ont des grands frères. Bon, c'est un plaisir au travers de cette émission de retrouver les autres panélistes. Je crois que c'est une bonne chose d'apporter une contribution à cet échange. Comme tout Camerounais, je souhaite que les Lions aillent le plus longtemps possible, même si je ne crois pas forcément à notre équipe, parce que celle-ci ne regorge plus des individualités comme dans les années 82, 90 et même le début des années 2000. C'est à le regretter. On n'a plus d'individualités genre Théophile Abega, Louis-Paul Fédé, qui pouvaient porter le danger vers le camp adverse. Mais je souhaite, compte tenu de la détermination du président de la FECAFOOT, qui galvanise les joueurs tous les jours, que le Cameroun aille le plus longtemps possible.
D'accord. Je rappelle que, chers téléspectateurs, vous pouvez interagir avec nous dans le cadre de cette émission du Grand Débat. Naturellement, à travers vos messages WhatsApp et SMS au numéro qui s'affiche au bas de l'écran. Vous pouvez naturellement interagir avec nous, donner votre avis finalement sur ce que nous sommes en train de faire ici sur le plateau. Alors Jean-Marie Aboganena, vous gardez la parole. Quand même, c'est vrai que le Grand Débat, c'est une émission qui traite beaucoup plus des sujets politiques, mais aujourd'hui nous parlons essentiellement sport. Permettons aux Camerounais qui n'ont pas l'habitude de regarder les émissions spécialisées de sport d'être en phase avec nous, d'avoir le même niveau d'information. Qui est habilité à choisir les équipes pour des confrontations amicales? Par exemple, la dernière fois, on a eu le match Cameroun-Panama. Est-ce que ce sont des fédérations? Si oui, pourquoi le choix du Panama pour une équipe qui va dans une compétition comme la Coupe du Monde? Est-ce que le choix du Panama est un choix judicieux pour jauger le niveau des Lions indomptables du Cameroun? Bon, le Panama, par rapport à son expérience antérieure, oui, c'est un pays qu'on a souvent vu se déployer lors de compétitions internationales. On peut dire que c'est un partenaire peut-être pas du même niveau que les compétiteurs à la Coupe du Monde, mais c'est un partenaire tout de même, parce qu'en matière de football, vous avez vu, ils ont pu quand même imposer aux Lions indomptables qui participent à la Coupe du Monde ce match que nous avons tous regardé. Maintenant, je dois dire que derrière le choix, c'est un business. C'est un business. Il va de soi que ce soit la fédération, à travers certains de ses partenaires, notamment il y a des agents de joueurs qui ont des contacts avec certaines fédérations, certaines équipes, les agents de match qui négocient ce type de contrat. Donc, c'est un business. Pour, n'est-ce pas, prendre une équipe comme celle-là, on doit trouver l'agent de match qui négocie en arrière-plan sa commission, positionner une équipe comme le Panama face aux Lions indomptables. Il y a un coût que les gens gagnent derrière. Donc c'est un business. Maintenant, moi j'ai été impliqué une ou deux fois dans une négociation de cette envergure-là. Je peux vous dire que les retombées sont parfois considérables et qui se recrutent, y compris à la fois des sponsors qui vont accompagner et autres mécènes ce type de rencontre-là. Bref, en matière de football, nous avons deux spécialistes sur le plateau. Je peux vous dire que c'est de gros business qui se jouent derrière tout cela. Maintenant, comme tout le monde, on aurait bien voulu voir le Cameroun affronter une équipe d'une certaine qualité, n'est-ce pas, une certaine expérience, peut-être l'une des meilleures, pourquoi pas africaine ou même européenne ou même latino-américaine que le Panama. Donc votre question est bien posée, elle est pertinente, mais on peut quand même voir que le Panama n'a pas fait piètre figure devant les Lions indomptables. D'accord, merci bien. Alors, Joseph Valéry Fotso, le Panama a été quand même choisi, mais est-ce que, du point de vue de la prestation que vous avez vue sur le terrain, est-ce que le manager sélectionneur Rigobert Song a été satisfait? Est-ce qu'au sorti de cette compétition, de ce match-là, vous pensez qu'on peut dire voici le 11 type qui peut constituer naturellement la sélection des Lions indomptables, au moins pour la phase des groupes? Oui, disons que je vais rentrer par où est sorti le grand frère Jean-Marie Aboganena pour dire que le Panama a vraiment opposé une résistance aux Lions. Donc c'est un bon sparring partner qui était face aux Lions. L'équipe n'est pas venue s'amuser, elle n'est pas venue lever le pied. Donc il y a eu véritablement la riposte de la preuve. Après notre but, ils n'ont pas traîné à égaliser. Donc c'est pour mettre les Lions dans un état de défi perpétuel, des défis physiques, même parce que sur le plan physique, le Panama était là. Mais dire aussi, dans le choix, parce que j'ai vu venir votre première question, de l'adversaire, il y a des moments où on n'a vraiment pas le choix. Écoutez, les sparring partners, on doit rencontrer deux équipes européennes, la Serbie et la Suisse, et une équipe sud-américaine, le Brésil. Mais l'Europe est fermée. C'est-à-dire que les Européens qui font un peu de la réticence, on dit de manière triviale, un peu de mauvais cœur, comment faire pour contourner les autres continents?
dans la recherche perpétuelle des victoires. L'Europe a créé une compétition qui bloque tout. Ça s'appelle la Ligue des Nations. C'est-à-dire que pendant la période de FIFA, il n'y a pas d'équipe européenne disponible. C'est-à-dire que les équipes sont engagées dans l'Europe, la Ligue des Nations. Du coup, c'est fermé. Qu'est-ce qu'on fait? Est-ce qu'on ne joue pas parce qu'il n'y a pas d'équipe européenne? Il faut trouver... C'est pour ça que vous vous retrouvez avec l'Ouzbékistan. C'est 11 joueurs, c'est 11 garçons qui courent. Alors maintenant, vous devez jouer contre une équipe sud-américaine. Vous avez l'Argentine qui est qualifiée, et puis vous tombez sur la Corée du Sud. Donc parfois, c'est l'indisponibilité. Et les agents de match qui sont sur le terrain pour chercher les adversaires. Le Cameroun n'a pas encore un agent agréé, mais on connaît quand même le carnet d'adresse du président de la fédération. Ce n'est pas ce genre de contact qui peut lui manquer. Donc, je voulais dire que, sachant déjà que les adversaires qu'on a eus, on n'avait vraiment pas le choix. Il fallait trouver des adversaires et trouver, même si ce n'est pas un adversaire qui correspond, n'est-ce pas, au profil des adversaires que nous allons rencontrer, il fallait jouer des matchs. Donc maintenant, nous avons affronté le Panama. Moi, je dis, on a pu déceler des manquements chez nous, c'est-à-dire que le secteur offensif a un tout petit peu péché, ça c'est vrai. Le secteur défensif également, il faut de l'amélioration au milieu du terrain. Bon, il y a les gens qui sont chargés de faire ce travail, ce job, et l'heure n'est plus aux spéculations, pourquoi il fallait pas, pourquoi il fallait... La compétition a démarré, il va falloir entrer. Maintenant, Rigobert Song-Bahanak et son staff sont face à leurs responsabilités. Et nous autres, comme vous nous avez conviés, puisqu'il faut parler, c'est pourquoi nous parlons, mais le dernier mot revient à Rigobert Song, il y aura 11 Camerounais le 24, ils ne viendront pas d'ailleurs. Et les 11 vont sortir dans le lot des 26 et non ailleurs, même si on peut encore apporter des changements en cas de blessure jusqu'à la veille du match. C'est ce que je voulais dire. D'accord, merci bien. Alors, Fabien Bobo, est-ce que, vous savez, il y a des équipes dans le jargon footballistique, généralement, c'est monsieur tout le monde qui le fait, qui le dit. Il y a des équipes qu'on qualifie généralement de petites équipes. Je me souviens, le Panama affrontait le Brésil le 23 mars 2019 en match amical. Le Panama a fait un match nul contre le Brésil, 1 but partout. Et tout récemment, vendredi dernier, c'était contre le Cameroun, match nul, 1 but partout. Est-ce que vous pensez que dans cette compétition mondiale, la Coupe du Monde, les petites équipes, ou alors les équipes dites qualifiées petites, peuvent faire tache d'huile et surprendre complètement le public? Non, mais l'histoire est là. Le Cameroun a battu l'Argentine avec Diego Maradona en 90. Personne n'aurait parié un seul franc que le Cameroun allait sortir, enfin, si vous me permettez l'expression, vivant dans ce match-là. On a vu le Cameroun, on a vu l'Algérie battre la Grande Allemagne en 82. On a vu, il y a des exemples comme ça. On a vu le Cameroun battre le Brésil aux Jeux Olympiques à 9 contre 11. Et voyez-vous, c'est la règle du but en or. C'est le Cameroun qui est venu suspendre ça au niveau des textes de la FIFA. Bref, pour dire qu'il n'y a pas de petites équipes. Quand on arrive dans une compétition majeure, il y a peut-être des équipes qui n'ont pas le même rayonnement sur le plan, comment dirais-je, historique, ou bien sur le plan du palmarès. Mais quand on arrive dans une compétition majeure comme celle de la Coupe du Monde ou de la Coupe des Confédérations ou tout un autre tournoi, il n'y a plus de petites équipes parce qu'on n'arrive pas là-bas à pied. Et il faut dire également que lorsqu'on joue un match amical, en réalité, quel est l'objectif d'un match amical? L'objectif d'un match amical, ce n'est pas le score. Ce n'est pas la qualité de l'adversaire. L'objectif d'un match amical, c'est le contenu de ce qui se produit sur le terrain. C'est-à-dire que les deux entraîneurs, si jamais ils sont tous en compétition, recherchent une certaine animation sur le plan technique, sur le plan tactique, sur le plan de la technique individuelle, sur le plan de la technique collective. Donc c'est ça, c'est ce contenu-là qu'on recherche. Et Valérie le disait, c'est bien. Quand on a vu le match Cameroun-Panama l'autre jour, on a bien vu qu'il y a un dessin qui s'est fait déjà dans l'équipe du Cameroun. Il y a quand même une idée, on a déjà une idée, parce qu'à l'heure où nous sommes, on ne cherche plus qui va faire quoi. On a déjà une idée du 11 entrant qui pourra jouer jeudi. Donc, c'est ce contenu-là que tous les entraîneurs recherchent. On peut te gagner 3-0. Vous avez vu, par exemple, le Ghana a gagné la Suisse l'autre jour, 2-0. Ce n'est pas parce que le Ghana est plus fort que la Suisse, mais parce que le coach a estimé qu'il a un noyau déjà dont il sait qu'il peut aligner contre le Cameroun jeudi. Mais il a mis d'autres joueurs
pour essayer de leur donner la possibilité de s'exprimer. Donc, si tu te bases au fait que le Ghana a battu la Suisse, donc le Cameroun va battre la Suisse, tu te trompes. Et si tu te bases, je te prends encore un autre exemple. En 2014, le Cameroun a joué avec la Grande Allemagne. Nous avons fait 2-2. Et tout le monde était content. Nous sommes forts, nous allons à la Coupe du Monde. Vraiment, on marchera sur nos adversaires. Vous connaissez les scores en 2014 au Brésil. 4, je crois, 4 contre la Croatie, 4-1 contre le Brésil, je ne sais pas. Donc, bref, c'est démontrer que ce n'est pas le match amical qui détermine forcément la forme réelle d'une équipe. C'est le contenu de ce que les entraîneurs recherchent. Et eux seuls savent ce qu'ils recherchent pour mettre sur pied un 11 entrant qui peut compétir avec beaucoup d'arguments pour donner satisfaction au peuple camerounais. D'accord, merci bien. On va marquer un arrêt, justement, le Qatar, balle au centre pour toutes les équipes. Nous y sommes. Le coup d'envoi de cette compétition, ce sera aujourd'hui du côté du Qatar. Mais on va planter le décor avec la sélection camerounaise, les Lions indomptables, voilà, qui ont rejoint leur hôtel. C'était samedi dernier. On regarde ceci, on revient juste derrière le décor. À tout de suite. Pour jouer au ballon, et rendre fiers tous ces gens-là. Pour qui la nation est dans la chair et dans le bas. Le chemin est long, mais on peut le faire, oui, on y croit. On est brillé, marqué le maillot, on va briller, oui, on est gagner. On est là pour gagner. Pour gagner. On est là pour gagner. À toi, soldat, lion indomptable qui va au front. Juste pour toi, on lève nos voix à l'unisson. Il y a de l'espoir.
Avec monsieur Moustapha. Voyons passer, il y a 100 ans. Lui, il a le doigt, moi, je suis. J'ai conseillé à c'est bon, ça va aller. Un petit tour de table sur ces images que nous avons, ces clichés, voilà, que nous avons pu observer tout à l'heure avec l'arrivée des Lions Indomptables du côté de Doha. Voilà, ils sont arrivés, ils ont rencontré certaines autorités camerounaises de ce côté-là. Nous allons justement continuer dans le cadre de cette émission. Alors, Joseph Valérie Fotso, il est clair, le président Samuel Eto'o faisait mention dans ses différentes interventions d'un groupe humainement bon pour gagner cette compétition. Au regard de ce que nous avons observé tout à l'heure dans ces images, est-ce que vous pensez que le groupe est humainement bon et prêt pour cette compétition? Du moins, ce que j'ai constaté depuis l'arrivée de Rigobert Song, sur ce plan-là, on n'a pas trop de soucis à se faire. C'est d'abord quelqu'un qui est vivant, c'est un bon vivant, Rigobert Song, donc il s'est fait entourer, et comme je m'amusais à dire à certains collaborateurs que j'ai au moins 3 noms
dans cette équipe qui peut me donner la force de croire que Rigobert Song est à 80-90% responsable de cette équipe. C'est-à-dire que vous avez Olivier Mbaizo, vous avez Samuel Umgwet, vous avez Martin Onla, pour ne citer que cela. C'est-à-dire que Rigobert Song est avec eux depuis qu'ils sont chez les juniors. Donc vous voyez qu'ils se connaissent, ils ont cette manie de fonctionner ensemble. Maintenant, il faut ajouter tout autour les joueurs qui ont un caractère fort, comme Franck Zamboanguissa. On a d'ailleurs vu beaucoup utiliser, je voudrais dire, des images de son fameux anniversaire pour et naturellement essayer de questionner l'ambiance. Bon, il est comme ça, mais là tout à l'heure vous voyez dans le bus, ce n'est pas le même Zamboanguissa que la soirée d'anniversaire. Il est plus jovial, il est dans la mouvance. Moi, je pense que ce groupe est humainement bon et on ne peut pas avoir une famille d'accord à 100%. Ceux qui rêvent voir une famille où il n'y a pas de petites divergences. D'ailleurs, au niveau du foot, qui est un sport collectif, moi j'aime bien dire que les sports collectifs regorgent trop d'hypocrisie. Ils sont 26, il faut seulement 11 au terrain. Quand vous mettez 11 au terrain, le reste, ils font quoi? Ils veulent jouer. Ils veulent jouer. Donc forcément, quelque part dans leur tête, même si ils ne le disent pas à haute voix, celui qui joue à ma place, il peut avoir même un bobo, il sort. Moi, je veux jouer. Vous voyez un peu. Donc, c'est inévitable. Du coup, quand on va arriver au deuxième match, si on est en train de gagner, quelqu'un, pendant qu'il cause avec sa famille, il va dire rapidement que bon, moi je ne sais pas pourquoi on ne me met pas. Et généralement, les footballeurs, c'est ça. Je ne sais pas si c'est parce que j'ai rien donné qu'on ne me met pas. Ils font ça, même dans l'intox, mais ils sont dans le groupe. Donc pour moi, je dis que ce groupe est humainement bon. C'était l'objectif recherché. S'ils gagnent, ils gagnent ensemble. S'ils perdent, ils perdent ensemble. Et puis, je vais aussi prendre un exemple. J'espère que Fabien Bobo ne va pas me démentir. Il y avait je vais dire le phénomène Onana, c'est-à-dire que sa façon de jouer est particulière. C'est la nouvelle façon de jouer les gardiens de but. Alors, moi j'avais bien l'impression que nos défenseurs latéraux fuyaient cette affaire. C'est-à-dire que quand le ballon est à André Onana, tout le monde veut aller vers l'avant pour qu'il dégage. Or, en club, ce n'est pas ce qu'il fait. Il donne le ballon au pied. Beaucoup fuyaient. Mais là, moi j'ai vu dans ce match que les gars venaient solliciter des ballons pour qu'ils leur remettent le ballon au pied. Donc, il y a de l'amélioration. Ça, c'est ce que j'ai vu. Bon, maintenant, l'amélioration par rapport à quoi? Par rapport à la Suisse qui arrive. Sur le plan humain, vraiment, ce que j'ai vu là, il y a quelque chose qui se dégage. On est parti vraiment en silence. Regardez l'environnement. Quelque chose d'important. Regardez l'environnement. Parfois, on arrive en rang dispersé. On vous dit qu'à l'aéroport, il n'y a pas eu assez de place dans l'avion. On a laissé un groupe. Mais là, l'avion est estampillé. L'avion est estampillé. C'est-à-dire qu'il y a des choses qui ont changé et qui forcent même, n'est-ce pas, le côté, n'est-ce pas, bon, le côté humain, le côté de rassemblement, qui prône le rassemblement. Ça, c'est pour répondre à votre question. Moi, je dirais simplement que oui, ce groupe-là, il est humainement bon. Mais maintenant, on ne va pas, c'est pas parce qu'on est humainement bon qu'on va gagner une Coupe du Monde. Au-dessus de cela, il faut jouer, il faut produire du football et il faut donner du fil à retordre à l'adversaire. D'accord, c'est clair, Fabien Bobo. Il y a 5 équipes africaines qui sont représentées dans cette compétition du Mondial Qatari 2022. On a le Sénégal, le Maroc, le Cameroun, la Tunisie et le Ghana. C'est clair que l'objectif pour l'Afrique, c'est d'aller au minimum en demi-finale. Alors, sachant qu'elle n'a jamais atteint ce niveau de la compétition, est-ce que vous pensez que ce sera facile pour une équipe africaine au moins d'atteindre ce carré-là? Ça n'a jamais été facile. Vous savez, la première équipe africaine allait en Coupe du Monde. C'était l'Égypte en 1934. Et le plus gros score, contrairement à ce que font croire aux gens, que c'est le Zaïre qui a eu... C'est pas le Zaïre. L'Égypte en a pris 12 au cours d'un match là-bas en 1934. Et le Zaïre est arrivé en 1974. Ils en ont pris 9 contre la Yougoslavie. Je crois 2 contre l'Écosse et les autres. Mais la première victoire africaine en Coupe du Monde remonte en 1978. C'est la Tunisie qui bat le Mexique en Argentine. Vous voyez? Et ça s'enchaîne. En 1982, c'est l'Algérie qui fait tomber la Grande Allemagne. C'est le Cameroun qui tient en respect le futur champion du monde de l'Italie. Et puis ça s'enchaîne en 1986.
lorsque le Maroc, au Mexique, lorsque le Maroc est le premier pays africain à atteindre le deuxième tour, les huitièmes de finale. Et puis ça s'enchaîne, ça s'enchaîne, ça s'enchaîne. Donc ça n'a jamais été facile. Tout dépend maintenant de l'état d'esprit, de la qualité de l'organisation et de la qualité de la préparation. Voyez-vous, en 90, j'aime pas parler du Cameroun, le Cameroun allait se préparer en Yougoslavie. Et là, la Yougoslavie, ce n'est pas le meilleur pays de préparation au monde. Et nous sommes venus en Italie, personne ne croyait en nous, et on a créé la sensation en battant l'Argentine avec le meilleur joueur du monde de l'époque, Diego Armando Maradona. Et l'Argentine était championne du monde en titre. Parce qu'il faut le dire ici que le Cameroun est le seul pays en Afrique qui a battu les deux meilleurs pays sud-américains de football. Le Brésil, champion du monde en titre à la Coupe des Confédérations en 2003 et l'Argentine en 90. Donc pour dire que si les équipes africaines sont mieux préparées, parce que le problème des Africains, c'est que on prépare la Coupe du Monde en 2 mois, 3 mois, 4 mois, 5 mois, à la limite 6 mois, mais les Européens préparent et les Sud-Américains préparent la Coupe du Monde pendant 4 ans. Donc vous voyez la différence. Et je vais vous raconter une petite anecdote. En 90, lorsque nous allons rencontrer l'Angleterre, nous sommes en quart de finale. Mais nos joueurs avaient déjà fait les valises à l'hôtel. Pourquoi? Parce que, ayant fait 1 mois en Yougoslavie, sans avoir de contact avec leur famille, on avait déjà encore fait 1 mois en Italie. Donc, dans la tête, pour eux, c'était déjà bien. Le fait d'avoir atteint, les quarts de finale, c'était déjà quelque chose de bien. Or, si c'était une équipe sud-américaine ou une équipe européenne, c'est là où la puissance remonte parce qu'on est déjà auprès de l'objectif. Donc, tu vois qu'aujourd'hui, la majorité des joueurs camerounais qui ont joué cette compétition en 90, quand ils revoient le parcours du Cameroun, quand ils revoient les images, ils disent merde, on était à côté de quelque chose qu'on pouvait faire plus loin, on pouvait faire quelque chose de plus grand, mais ils n'étaient pas préparés psychologiquement, physiquement pour aller jusqu'au bout. C'est ça le problème des équipes africaines. Donc, tout dépend, comme je l'ai dit tout à l'heure, de la préparation, de la qualité de l'organisation, de l'état d'esprit. Si nous sommes prêts là-dessus, on peut aller loin. Vous avez vu le Ghana en 2010. Personne ne croyait que le Ghana... Parce que pour moi, le Ghana a atteint les demi-finales en 2010. Parce que le ballon que Suarez renvoie de la main, c'est un ballon qui a traversé la ligne de but. Donc l'arbitre, s'il avait eu la VAR aujourd'hui, l'arbitre n'aurait pas dû donner un penalty. Parce que le penalty est une occasion de but. Il aurait pu valider ses buts une fois et le Ghana était en demi-finale. Donc pour dire que quand les Africains prendront conscience que quand on va dans une compétition comme celle-ci, il faut être fort dans la tête, il faut bien se préparer et vous conviendrez avec moi que la majorité des échecs du Cameroun, c'est nous-mêmes qui avons provoqué ces échecs dans les Coupes du Monde. Soit les problèmes de primes, soit le retard dans les aéroports, soit. Alors que le Cameroun, jusqu'aujourd'hui, reste le seul pays africain que les bookmakers ont dit, voilà une équipe qui est favorite, enfin, parmi les favoris d'une Coupe du Monde, elle peut gagner la Coupe du Monde, c'était en 2002, Corée-Japon. Parce que le Cameroun ayant aligné des victoires. En 2000, nous gagnons la CAN au Nigeria en février. En septembre, nous gagnons les Jeux Olympiques à Sydney avec ce que vous connaissez. Nous avons battu les équipes à 9 contre 11. Et puis en 2002, nous faisons ce qu'on appelle en football le grand chelem. C'est-à-dire que nous jouons toute une compétition sans prendre un seul but jusqu'en finale. Donc pour dire que au vu de ces performances-là, tellement c'était cohérent et c'était perpétuel, les bookmakers, les Européens ont dit non, cette équipe va faire mal à la Coupe du Monde. Mais les problèmes de primes ont plongé l'équipe et on a vu qu'on n'a même pas traversé le premier tour alors qu'on était les favoris d'une Coupe du Monde. Donc tout dépend de notre organisation, de notre état d'esprit, comme je l'ai dit, et de notre vision et la projection que nous avons pour gagner une Coupe du Monde. D'accord, merci bien. J'accueille à l'instant Olivier Mbélé, il est directeur de publication du Courrier. Bonjour et bienvenue sur le plateau. Bonjour, bonjour à tous les fidèles téléspectateurs de Kamdi TV. Je m'excuse déjà du retard accusé à démarrage de cette émission. Inhérent aux activités du dimanche, vous m'en excuserez. Déjà, je suis très heureux d'être ici sur ce plateau. J'espère être à la hauteur des échanges en débat aujourd'hui.
D'accord, je vous accueille avec cette question. Vous gardez la parole. Alors, est-ce que quand vous regardez les équipes africaines, elles sont 5 qui participent à cette compétition internationale, le mondial Qatar 2022, vous avez le sentiment qu'il y a une équipe qui a un effectif taillé sur mesure pour naturellement franchir au moins le carré des demi-finales? Oui, je ne voudrais pas parler du cas du Cameroun, mais je pense que le Sénégal, qui est champion d'Afrique, est un sérieux atout de performance qu'on peut s'attendre à ce que cette sélection aille le plus loin possible, c'est-à-dire atteindre le cap des demi-finales. On va aussi regarder de l'autre côté la sélection marocaine, dont on a vu ici lors de la CAN 2021 au Cameroun. Elle a de sérieux atouts, avec des individualités qui peuvent faire la différence dans certaines rencontres de ce mondial. Donc, sur les 5, on peut quand même miser sur le Sénégal et le Maroc. Et dans une moindre mesure, le Ghana, qui depuis quelque temps quand même a des problèmes à se remettre. Bon, c'est une équipe qui fonde ses espoirs seulement sur certaines individualités comme les frères Ayou et d'autres individualités encore. Mais je pense que le Maroc et le Sénégal, on peut s'attendre à bien de meilleurs résultats pour cette Coupe du Monde 2022 au Qatar. D'accord. Je vais shift un tout petit peu pour parler d'un autre aspect qui entre peut-être dans cette compétition, mais qui est décalé. Ce sont les influenceurs. Alors, Jean-Marie Aboganena, un fait marquant et majeur quand même qui attire l'attention et qui aiguise les appétits de ce mondial Qatari 2022, c'est naturellement la présence des influenceurs qui quand même font tache d'huile. On a comme impression que les 32 fédérations qui sont en compétition à ce mondial ont misé beaucoup plus sur les influenceurs, contrairement aux supporters habituels qu'on a l'habitude de voir. Qu'est-ce qui peut justifier ça? Bon, la justification vient de ce qu'un événement comme la Coupe du Monde est davantage un grand moment de promotion, un grand moment, un espace marketing qui donne, n'est-ce pas, à chaque pays de se mettre en valeur. Se mettre en valeur aux yeux du monde entier, à la fois pour promouvoir leur culture, pour promouvoir l'image du pays au travers de leur équipe de football, vanter leurs atouts, attirer le plus d'attention, parce que il ne faut pas seulement voir la participation d'un pays à une Coupe du Monde, il faut voir des retombées en termes de visibilité. Attirer le maximum, n'est-ce pas, de regard vers soi, de façon à ce qu'après la Coupe du Monde, chaque pays puisse tirer profit, n'est-ce pas, de son passage au Qatar. Donc c'est pour ça que les pays, aujourd'hui, avec les moyens de communication qui sont davantage développés, développent, n'est-ce pas, des différents acteurs autour à la fois de leur sélection nationale, mais aussi la promotion de l'image individuelle de chaque pays, de façon à avoir comme retombée après la Coupe du Monde, notamment des visites de touristes, des découvertes, des partenariats à la fois économiques, pourquoi pas. Donc, c'est pour ça qu'aujourd'hui, je le disais tout à l'heure en off, cette Coupe du Monde avec le foisonnement de beaucoup de réseaux sociaux, notamment des outils nouveaux en matière de communication grâce au téléphone, à tous les réseaux sociaux qui accompagnent l'épanouissement mondial des TIC, est un grand moment de communication. D'accord. Alors, Valérie Fotso, c'est clair, les influenceurs font leur travail depuis leur arrivée au Qatar. Comment appréciez-vous leur travail aujourd'hui? On parle de ce qu'ils font partout sur les réseaux sociaux. On a comme impression que le mondial est organisé au Cameroun. Les couleurs du Cameroun affluent un peu partout du côté du Qatar. Comment appréciez-vous cette mobilisation de nos influenceurs camerounais? Une chose est vraie, c'est que au moins, on n'a pas amené des accompagnateurs, mais des influenceurs. Parce que par le passé, on nous amenait des bureaucrates, des gens à la veste et à la cravate qui ne peuvent pas se sécher au soleil. Mais là, quand je regarde les images en provenance du Qatar, j'ai eu la chair de poule à regarder le jeune artiste Vanister Enama dans les rues de Doha, en train de scander Cameroun, oh, Cameroun. Et puis faire danser les Qataris. Ils ont un rôle. Et dans les rues, ils mettent de l'ambiance.
Moi, je crois que c'est Il faut important. préciser, Valérie, qu'on n'avait jamais vu ça par le C'est passé. clair, c'est clair. C'est ce que j'ai dit. Et puis, il va en solo, seul. Il arpente les couloirs des hôtels. Des Ça, hôtels c'est avec, quelque chose de... avec le chant, le drapeau du Cameroun au cou. Il va dans les hôtels, il marche donc. Et les autres sont dans la rue. Pour ceux qui font les stades, on a nos célèbres jumeaux. Ce sont ces deux garçons très sympas, charmants, mais qui ont été retenus par le président de la fédération par rapport à ce qu'ils font, même si lorsqu'il s'agit déjà de choix, vous voyez que ça pose des problèmes puisque on a vu que les mascottes sont divisées. Il y a eu apparemment 20 places. Le président de la fédération a proposé 20 places et a remis la responsabilité au plus célèbre, Gado Piquet, qui a été donc accusé d'avoir pris des gens qui ne sont pas mascottes pour constituer ces dons. Mais ça va arriver forcément parce qu'il va falloir faire des choix. Mais lorsqu'on les regarde sur place à Doha, je crois que personne n'est allé dormir. Ça, c'est le plus important. Ils sont allés pour vanter le vert rouge et jaune, vanter la marque Cameroun. Et en ce moment, vraiment, sauf si je me trompe, les images qui viennent de Doha nous donnent entièrement satisfaction. Il fallait y penser. La prochaine fois, je crois qu'on a des moyens. Le Cameroun a des moyens. On peut faire en sorte que, et je le disais déjà tantôt, parce que de manière directe ou indirecte, je suis proche de ces choses-là, parce que si vous êtes l'annonceur d'un stade, c'est-à-dire que vous n'êtes pas loin d'une animation, parce que ce que je déplore depuis peut-être 3-4 ans aujourd'hui, c'est le fait que le Cameroun n'est pas un champ de ralliement en dehors de l'hymne national, ou encore des animations des jeunes qui font dans Bolé, il y a des petites chansons, mais quelques minutes. Et quand vous êtes à Stamford Bridge, quand vous êtes à St. James Park, pendant 30 minutes, il y a une chanson qui résonne. C'est ce qui manque au Cameroun. À chaque fois, on fait des propositions, ça ne passe pas, en espérant. Parce que là, s'il y avait un chant de ralliement en dehors de l'hymne, ils arpentent les rues avec ça. Et lorsqu'il s'est entonné, tout le monde se retourne et tout le monde chante. Je crois que c'est le petit truc qui manque. Et lors des prochaines occasions, on a la CAN en Côte d'Ivoire. Si on y est, je pense qu'on va y aller. On peut se qualifier. Il faut penser à amener au maximum ceux qui vont aller pour un rôle. Et le grand frère vous le disait, si la remarque est faite, c'est pas parce qu'avant les gens ne partaient pas. Les gens partaient, mais on amenait des copines qui vont aller servir à autre chose là-bas que ce que nous voyons en ce moment. Donc, oui, je crois que c'était une très bonne idée d'amener les influenceurs. Et puis les choix sont parfois, lorsqu'on doit faire un choix, c'est difficile d'avoir l'unanimité. Donc forcément, il y a des manquements, mais on peut corriger avec naturellement le temps. D'accord. Alors, Fabien Bobo, à quoi peut-on s'attendre après cette expédition? J'ai envie de dire après cette campagne marketing, parce que le président Samuel Eto'o a misé gros sur cette expédition, fait partie des influenceurs pour la Coupe du Monde Qatar 2022. Après cette compétition, à quoi peut-on s'attendre? Est-ce qu'on peut avoir une ruée de partenaires qui vont migrer vers la FECAFOOT? Est-ce que c'est une stratégie pour les prochains, on va dire les prochaines années qui arrivent au niveau de la Fédération camerounaise de football? Voyez-vous, j'ai souvent l'habitude d'entendre les gens dire le foot n'a jamais développé un pays, mais c'est faux. Lorsque le Cameroun participe dans les grandes compétitions comme celle-ci, c'est l'image du Cameroun qui est vendue. Alors, il y a une contrepartie à cela, c'est-à-dire que le Colombien qui s'intéresse au Cameroun aura envie d'arriver au Cameroun, peut même arriver au Cameroun. Alors, quand il arrive au Cameroun, il va payer le visa à l'ambassade du Cameroun, c'est de l'argent qui entre, il va payer un billet d'avion. Si nous avions une compagnie qui peut transporter les gens de l'étranger pour le Cameroun, c'est de l'argent qui entre. Il va dormir dans nos hôtels ici. Il va acheter un maïs en bordure de route, je ne sais pas moi, une prune ou je ne sais pas moi. Une puce. Voilà, une puce de communication et tout ça, de transport. Il va prendre le taxi, il va aller manger, je ne sais pas moi, du bon soya à Obala, au Cali. Bref, il va apporter des devises dans notre pays. Imaginez donc un seul instant, le Colombien, l'Australien, je ne sais pas moi, le monde entier se rue au Cameroun. Parce que toutes les grandes victoires du Cameroun en football, la grande question qu'il faut se poser, est-ce que nous avons capitalisé cela? C'est-à-dire que sur le plan du tourisme, parce que les Lions, c'est une vitrine. Ils développent quelque chose
Et c'est au Cameroun maintenant de recueillir les dividendes. Donc, on ne peut pas dire que qu'est-ce qu'on attendra, il y aura beaucoup de choses. Mais maintenant, c'est à nous de capitaliser cela. Est-ce qu'on a mis sur pied une certaine politique qui fait que si le Cameroun est représenté comme il est là, parce qu'il faut le dire aujourd'hui, les grandes victoires du Cameroun ont déjà mis le Cameroun sur le toit du monde. Il est difficile que quelqu'un te demande que le Cameroun se trouve où. Même quand tu ne sais pas où il se trouve, tu poses la question, on va te dire que c'est le pays qui a gagné l'Argentine, qui a gagné le Brésil, qui a fait ceci. Donc, il y a des retombées qui doivent revenir, mais c'est à nous donc de capitaliser parce que vous voyez des pays comme l'Égypte, ils ne vivent que du tourisme. Des pays comme la Tunisie et les autres pays. Nous devrons également développer donc notre tourisme parce que les Lions indomptables sont comme une locomotive qui a un phare qui éclaire et nous, on récolte derrière les dividendes de ces campagnes-là. Donc, on va attendre beaucoup de choses. C'est à nous de capitaliser tout simplement. D'accord. Olivier Mbélé, en ce qui concerne le Cameroun, entrons dans la compétition proprement dite. En ce qui concerne le Cameroun, les objectifs sont fixés. Le président de la Fédération camerounaise de football, Samuel Eto'o, a dit il faut rêver. Il faut rêver, et puis le rêve, c'est de gagner la compétition. C'est un objectif quand même grand, mais est-ce que vous pensez que c'est réalisable? Bon, je suis un peu sceptique sur ce genre de déclaration. Vous savez, la Coupe du Monde, c'est une rencontre, un rassemblement des plus grands du monde. C'est le sommet du football. On ne peut pas faire des déclarations aussi péremptoires. Lorsqu'on va pour gagner une Coupe du Monde, on ne le déclare jamais, on se prépare. C'est vrai que M. Samuel Eto'o est très enthousiaste. C'est peut-être aussi un élément galvanisateur, mais je pense que c'est un élément de langage qui n'est pas approprié dans le contexte actuel parce que vous savez que les équipes qui vont au monde, qui vont à cette Coupe du Monde ne sont pas des moindres. Et toutes ces 32 nations qui participent à cette compétition vont pour gagner, mais il y aura un seul à la fin. Je pense qu'objectivement, le Cameroun va à cette Coupe du Monde pour préserver certains acquis. Je ne voudrais pas trop me prononcer sur l'issue des résultats, mais je crois que si cette équipe se remet fondamentalement en cause, qu'elle se surpasse, comme on a vu très récemment à Blida en Algérie, elle peut rentrer ici sans être ridicule. Mais de là à dire que nous allons remporter cette Coupe du Monde, je pense que c'est un peu utopique. Parce que la dynamique de la gagne se cultive dans le milieu du sport. Ce n'est pas avec des déclarations spectaculaires ou bien avec toujours des problèmes qui n'ont rien à voir avec le renforcement du moral de la sélection qu'on va espérer avoir des résultats. Je crois qu'il faut davantage se concentrer, rester sur l'essentiel, évacuer les problèmes extrasportifs qui peuvent empoisonner et entamer le moral et fondamentalement mettre en difficulté cette équipe lors des 3 matchs qui nous interpellent à partir de jeudi prochain. Je pense que le gros du problème réside entre les joueurs, parce que le staff technique peut faire son travail, mais si les joueurs ne font pas le bloc, puisque c'est un sport collectif, et lorsqu'on gagne, on gagne pour tout le monde, même si le résultat peut s'adosser sur les succès ou les actions d'éclat de certaines individualités. Il faudra que le bloc reste concentré et qu'on joue pour tout le monde. Donc je crois qu'on devait évacuer les précédents problèmes qui ont dérangé cette sélection en 2014 parce que le gouvernement ainsi que l'organe technique avaient tout mis en œuvre pour que cette équipe gagne parce que cet épisode 2014 reste encore à travers de la gorge. Je pense que pour ce cas précis, nous n'avons pas vécu ces problèmes jusqu'ici parce que malgré les polémiques qui transpirent de part et d'autre dans les réseaux sociaux, je crois au regard de ce que nous avons observé que cette sélection présente un visage harmonieux et qui peut valablement et dignement défendre les couleurs du Cameroun. Donc, moi, personnellement, je ne veux pas m'exercer dans un exercice de pronostic pour dire ci ou cela, mais je reste cartésien et j'attends voir à partir de jeudi pour espérer me fixer un cap sur la suite de cette compétition avec les 2 prochains adversaires du Cameroun qui sont la Serbie et l'équipe nationale du Brésil qui est très très redoutée.
D'accord, certainement les avis seront divergents là-dessus. Jean-Marie Aboganena, sur la même question, est-ce que vous pensez finalement qu'au-delà des objectifs qui sont quand même super élevés du Cameroun, il y a matière à espérer, voilà, que l'équipe du Cameroun puisse naturellement réaliser ces objectifs-là? Bien, avant de répondre à votre question, permettez-moi de revenir sur la dimension marketing. Ouais. Monsieur Mbombo disait tout à l'heure que le Cameroun n'a pas souvent capitalisé, n'est-ce pas, nos différentes participations aux Coupes du Monde. Je voudrais ici, à l'attention à la fois des téléspectateurs et des décideurs, insister là-dessus pour dire que, tenez par exemple, la sélection des influenceurs et autres, c'est fait dans une espèce d'opacité. On n'a pas beaucoup communiqué là-dessus. Il y a beaucoup de propositions qui peuvent être faites dans ce type d'organisation. Là, par exemple, on aurait bien voulu voir le ministère du Tourisme, le ministère des Arts et de la Culture se déployer là-bas, parce que c'est un moment de promotion, n'est-ce pas, du tourisme et de la culture. Un tel rassemblement. On ne les sent pas beaucoup. Et je peux vous dire, lorsque vous voyagez, moi j'ai été plusieurs fois au Brésil, vous entrez dans un magasin, quelqu'un vous demande, vous venez d'où? Il dit du Cameroun. Oh, il appelle tous les autres, comment vous les appelez? Les serveurs dans les... Il est de Camaroès, Afrique du Sud. Donc, il est du Cameroun, Afrique du Sud. Donc, pour eux, ils ne savent même pas que l'Afrique du Sud et le Cameroun sont deux pays totalement différents. Et vous allez être entouré par tout le monde. Il dit Roger Mila, c'est même le petit frère de Roger Mila, c'est lui qui commence à vous présenter. Or, il ne sait même pas si vous connaissez Roger Mila. Alors, vous voyez l'impact. Et vous arrivez en Chine, vous trouvez une bouteille de vin rouge estampillée Mila. J'en ai acheté, que j'ai ramené ici pour Roger. Imaginez une bouteille, un vin rouge nommé Mila. Mais tout cela, c'est des arguments pour le Cameroun, pour à la fois se vendre, promouvoir notre image, promouvoir notre économie. Malheureusement, sur le plan gouvernemental, les gens ne savent pas toujours tirer profit de ce type d'opportunité. Je voulais insister là-dessus pour que les uns et les autres comprennent, surtout la cellule d'écoute du ministère de la Communication et tous les autres départements ministériels, de savoir que nous passons parfois à côté de certaines opportunités pour transformer notre économie, pour promouvoir davantage la destination Cameroun, de façon à attirer le plus grand nombre de visiteurs dans notre pays. Ce qui générait évidemment beaucoup de retombées. Après que j'ai dit cela, je reviens à votre question pour dire que je partage l'analyse de mon jeune frère Olivier Mbele tout à l'heure. Je l'ai dit à l'entame de cette émission, j'apprécie comme tous les Camerounais l'enthousiasme du président Samuel Eto'o-Fils qui fait, n'est-ce pas, le maximum pour que le Cameroun fasse très bonne prestation à la Coupe du Monde, mais de là avoir une ambition comme celle-là, je ne doute pas complètement, mais je n'adhère pas, parce que je la trouve un peu démesurée. Ils disent qu'on va perdre, le président. Non, il ne doit pas dire qu'on va perdre. Déclare donc comment on s'en va là, on va jouer 3 matchs, on rentre. Oui, non, non, pas du tout. Non, on peut être mesuré sans dire qu'on va perdre, qu'on va revenir. Le Cameroun va donner le meilleur de lui-même pour arriver le plus loin possible. On reste mesuré. Mais si vous dites qu'on va gagner, vous connaissez les Camerounais, c'est des polémistes. D'abord, les 30 millions de Camerounais sont tous des entraîneurs, tous des joueurs. Vous allez voir, la sympathie dont il vit aujourd'hui, elle ne va pas totalement s'effondrer. Mais si le Cameroun est éliminé au premier tour, les gens vont le prendre au mot. Ce que je n'aurais pas souhaité pour lui, parce que c'est un garçon hyper dynamique, en dehors de la participation de la Coupe du Monde en Afrique du Sud, où on n'a pas entendu beaucoup de dissonances ou de revendications avec l'ancien ministre Michel Zoa. C'est l'une des compétitions où on n'a pas entendu la moindre revendication,
vous voyez, de primes et autres, l'organisation est plus ou moins parfaite. Ça, c'est quelque chose qui nous rassure et que nous encourageons, nous félicitons pour cela. Maintenant, sur le plan de la qualité ou de nos chances, je dois dire que nous allons à une compétition où les meilleurs du monde se retrouvent. Nous devons être ambitieux. Les Camerounais sont naturellement ambitieux, ils sont un peu fanfarons, excessifs à la limite. Bon, c'est notre culture. Partout où le Camerounais passe, il pense qu'il est le meilleur. Bon, il n'y a que ça, notre environnement pour nous démontrer le contraire. C'est-à-dire que maintenant, croire qu'on peut décrocher la Lune, ça voilà, c'est nous. Hein. Nous espérons aller le plus loin possible. Ça, c'est mon souhait. Mais je ne peux pas avoir la prétention de penser que nous allons remporter cette Coupe du Monde. Maintenant, si cela arrivait, je fêterais comme tout le monde. D'accord. Bon, alors c'est clair que je disais tout à l'heure que les avis divergeaient là-dessus. Joseph Valéry Fotso, lui, il pense qu'il faut être réaliste d'une manière ou d'une autre. Mais je vais également vous poser la question, pratiquement la même question qui a la même trame de fond. Seulement, je voudrais ajouter, la Fédération camerounaise a fait sa part. L'État camerounais a fait sa part. Les Lions Indomptables jouent dans les meilleures conditions. Ils sont allés en compétition dans les meilleures conditions. Ils sont pris aux soins. Ils ont tout ce qu'ils veulent. Ils ont tout ce qu'il faut. Qu'est-ce qui peut les empêcher finalement de remporter cette compétition, puisque eux également jouent dans les meilleurs clubs européens? Voilà, c'est l'argument peut-être utilisé, excepté le fait d'être un peu mesuré, c'est normal. Mais je pense que ce n'est pas aussi interdit de rêver. Là, on parle de rêve. Pourquoi le Cameroun ne peut pas gagner la Coupe du Monde? Parce que, monsieur le directeur de publication, monsieur Mbele disait tout à l'heure qu'en 2014, tout avait été fait. Moi, j'ai même envie de croire que 2014 est notre pire participation à la phase finale de Coupe du Monde, tellement il y avait la division. La fameuse histoire du drapeau refusé, où les gens fuient leurs responsabilités pour laisser sur les joueurs. Le joueur qui n'a aucun pouvoir, avec le décret présidentiel, lisez-le, le joueur n'a aucun pouvoir en matière de prime. Il a juste le droit d'avoir l'information à temps. C'est ce qui n'avait pas été fait. D'ailleurs, le chef de l'État est sorti pour ce décret pour demander que 3 mois avant, 6 mois avant, qu'on essaye de donner le montant des primes. Et vous voyez qu'aujourd'hui, on n'en parle même pas des primes. Pas parce qu'il n'y en a pas, mais parce qu'ils ont géré ça entre eux. C'est ce que je disais tout à l'heure, l'environnement, de manière professionnelle. L'environnement, parce que si vous réclamez à corps et à cri que donnez-nous le montant des primes, mais eux aussi peuvent vous demander que combien on vous paye à Camdis, donnez aussi le montant de vos salaires à l'antenne. Donc, vous voyez que c'était parfois, moi, avec tout le reste, vous savez, les membres du gouvernement, on dit le pouvoir vient, tout pouvoir vient de Dieu. Les membres du gouvernement sont choisis pour accompagner le chef de l'État. Mais à chaque fois, vraiment, sauf leur respect, j'ai l'impression qu'ils ont un problème avec les sportifs. On a l'impression qu'ils se disputent quelque chose que moi, je n'ai jamais compris. Parce que quand vous voyez l'histoire de... On peut dire ce qu'on veut aujourd'hui, hein. Le ministre actuel, on connaît son dynamisme et tout, mais on sait quand même qu'il y a un petit tiraillement là. On ne sait pas d'où ça sort, mais il y a un peu de froid entre eux. Sauf que, et c'est ce que j'ai salué, ils sont restés au-dessus. Monsieur le ministre et monsieur le président de la fédération sont passés au-dessus de leurs égaux pour l'honneur de la patrie. Parce que je dis, c'est deux personnes qui s'apprécient, c'est vrai, mais ils ont eu un petit choc. Alors, pour cette année, nous partons à une Coupe du Monde. Là, pour la première fois, moi, je regarde les images. Il y a un avion à l'aéroport qui a le logo de la FECAFOOT. Et c'est écrit « Allez les Lions ». Les sièges sont extampillés. Les joueurs sont seuls à bord. Mais écoutez, on n'avait pas vu ça avant. Il y a des éléments qui me font croire qu'il y a quelque chose qui a changé. Pourquoi vous ne voulez pas que moi, je rêve qu'avec ce changement, les gars puissent donner? On joue un match contre le Panama 7 qui est 68e au ranking. Et nous sommes, je crois, 48e. C'est vrai qu'ils sont derrière, mais c'est un match amical. Maintenant, on sera face à la Suisse. Je voudrais commencer à avoir mes premiers doutes à la 90e minute du match Cameroun-Suisse. Pas avant. Parce que justement, et nous sommes d'accord sur ce plateau, tout a été fait. Les joueurs sont face à leurs responsabilités. Est-ce que M. Koulou va regarder M. Chaka dans les yeux et lui dit ici, c'est une affaire de garçon et le mettre dans la boîte? Ça, c'est la question. Est-ce que tous les ballons qui vont être
tirés par Mbolo vont trouver un André Onana sur la route. C'est là qu'il y a le problème maintenant. Parce que le reste des détails a été réglé. Comme tous les choix, on a laissé peut-être tel joueur ou le détriment de tel. Vraiment, on est passé au-dessus de cela. C'est pourquoi moi, je reste donc dans cette logique. Cette équipe, même si je ne la vois pas en Coupe du Monde, et là, je vous surprends, en 2024, à la Coupe d'Afrique des Nations, qu'est-ce qu'elle sera capable de faire? Partons donc de cette Coupe du Monde. Mouillons le maillot, donnons au peuple camerounais sa fierté, parce qu'il y a eu des moyens qui ont été consentis pour cela. Donc la responsabilité incombe maintenant aux joueurs. C'est donc à ce niveau que nous sommes. Et puisqu'ils savent jouer, c'est pour ça que j'ai dit que ça va se faire. Donc moi je m'aligne. Peut-être pas, je ne vais pas déclarer comme le président de la fédération, mais je suis optimiste. Je pense que ces gars ils sont dans un état d'esprit qui peut les amener à se surpasser, du coup à nous produire un résultat intéressant. Peut-être pas le trophée, mais un résultat intéressant. D'accord. Alors, Fabien Bobo, peut-être, on a peut-être oublié l'épisode Ngandu qui n'a pas été sélectionné. Peut-être c'est à travers la prestation de vendredi dernier des Lions Indomptables. On n'en parle plus trop. Est-ce que vous pensez que les choix du sélectionneur Rigobert sont les meilleurs choix? Disons ça comme ça, de façon triviale. Non, mais il faut dire que ça n'existe pas, les meilleurs choix. Tous les choix sont contestables. Oh oui. Toutes les équipes du monde. Voyez-vous, le Brésil a laissé Firmino, l'un des meilleurs joueurs de Liverpool, pour amener un joueur de 40 ans, le latéral qui était à Barcelone, là, comment on l'appelle, Dani Alves. Dani Alves. Voilà, Dani Alves, pour l'amener au Brésil. Vous voyez que ça jazz là-bas. Si vous prenez l'équipe de France, si vous prenez toutes les équipes du monde, en fait, ce qu'il faut dire, c'est que quand le coach fait ses choix, il faut laisser le coach aller au bout de sa logique. Parce que c'est lui qui sera responsable en cas de casse. Vous voyez? Mais on peut dire que on aurait pu prendre tel par rapport à ta propre conviction. Quand vous voyez l'équipe du Cameroun, par exemple, le troisième gardien de notre sélection qui vient de Marseille, c'est un gardien des centres de formation qui est encore avec les jeunes. Mais nous avons des gardiens comme on doit, qui remonte aujourd'hui. Il a gagné la Coupe de Lettonie, ou je ne sais pas moi. Il y a Omosola qui est le meilleur gardien en RDC, avec le Vita Club. On aurait pu le mettre là. Donc, les choix sont toujours contestables, mais on laisse la liberté au coach de faire son travail. Mais maintenant, il va nous rendre compte si jamais il y a la casse. S'il n'y a pas la casse, ou bien il aura gagné. Vous avez vu en France, à France 98, Aimé Jacquet n'a pas pris Cantona qui était au sommet de son art en Angleterre. Il n'a pas pris Gignola qui était au sommet de son art. Mais les journalistes ont dit, ok, nous, on dit que Cantona là, il a sa place là-bas. Lui, il dit que non. Il ne peut pas amener Cantona parce que Cantona va venir pourrir l'atmosphère de son groupe. Il veut des gens, comme le président Eto'o dit, humainement vivables. Donc, il est allé à la Coupe du Monde, tout le monde attendait le résultat. Le résultat est venu, on n'a plus parlé de l'affaire Cantona ou Ginola, puisqu'il a eu le résultat qu'il escomptait. Donc, pour dire que les choix de son, on peut les discuter, mais il faut le laisser faire son travail. Il a fait un choix, il faut le laisser aller jusqu'au bout. Ça, c'est pour ceux qui acceptent même que c'est lui qui a fait le choix. Voilà. Parce qu'il y en a qui disent carrément que ce n'est pas lui. Bon. Donc, voilà. Et même si ce n'était pas lui, ce n'est pas la panache du Cameroun. On a vu à l'équipe de France, c'est Noël Le Graët qui a dit à Deschamps de ne pas sélectionner Benzema au vu des problèmes qu'il avait avec Valbuena. Donc l'image que ressortaient ces problèmes ne pouvait pas être associée à l'image de l'équipe de France. Donc il n'y a pas une sélection au monde où la fédération ou bien je ne sais pas moi, au Cameroun d'ailleurs, si le président n'avait pas sélectionné Mila, on aurait eu le résultat de 90. Jamais. Voilà donc un fait palpable. Donc le président, je me rappelle, un journaliste français lui avait posé la question que bon, vous êtes celui qui a sélectionné Mila et tout ça. Il dit, évidemment, j'avais sélectionné Mila parce que j'ai estimé qu'il pouvait apporter quelque chose à la sélection du Cameroun. Il dit, je m'en réjouis d'avoir fait un bon choix. Donc pour dire que il peut faire un mauvais choix. Voilà. Donc, dans toutes les équipes du monde, c'est pas forcément l'entraîneur qui est le sélectionneur de tous les joueurs. Même le président de la République peut dire que
prenez tel. Mais comme c'est dans les couloirs, ça ne sortira jamais. Donc ce n'est pas la panade du Cameroun. Donc ceux qui disent que ce n'est pas son qui n'a pas qui a sélectionné ou bien c'est tel qui a sélectionné, ailleurs on le sait. Ça se passe comme ça. Si ça se passe bien, c'est bien. Si ça se passe mal, c'est mal. Donc pour dire que moi je crois à la sélection de l'entraîneur, il faut tout simplement qu'il soit cohérent avec ses choix. Parce que la sélection des joueurs dans une équipe de football, c'est d'abord sur le plan technico-tactique, la mise à pied d'une tactique. Il faut donc choisir les éléments susceptibles de venir animer cette tactique que vous mettez sur pied. C'est-à-dire le dispositif des joueurs sur le terrain. Si je vais jouer en 4-4-3, il faut que j'ai les éléments capables d'animer le système de 4-4-3, comme je vous ai dit au début de cette émission. C'est-à-dire que les 3 attaquants qui sont devant, dès que nous avons perdu le ballon, les 2 milieux de couloir doivent rentrer, venir densifier le milieu du terrain pour être les premiers rideaux défensifs des latéraux. Or, si les latéraux s'ils ne rentrent pas, les latéraux seront exposés au dédoublement de l'adversaire et on va se retrouver en difficulté. Donc, pour dire que c'est le coach qui sait pourquoi il sélectionne tel joueur, est-ce que ce joueur entre dans ses plans de jeu, dans son animation de jeu, donc on lui laisse le temps de faire son travail et on jugera le match au mieux. Je vais sortir par là en disant que lorsque Samuel Eto'o dit que nous allons gagner la Coupe du Monde, il faut prendre ça sur 2 plans. Ça peut être au premier plan un aspect galvanisateur pour dire aux enfants, nous n'allons pas là-bas pour faire la figuration. Il faut qu'on se bouge pour donner une bonne image du Cameroun. Ça dit que même si on ne gagne pas la Coupe du Monde, qu'on sorte la tête haute, comme ça a été en 82, comme ça a été en 90 en Italie, comme ça a été voilà, en 98 en France, parce que c'est les arbitres qui nous ont fait rentrer au Cameroun. Donc, le deuxième point, c'est que Samuel Eto'o, qui connaît le haut niveau du foot, et puis je vais vous dire, le foot que nous on voit pendant la journée à la télé, le foot se joue à la veille, le match là se joue à la veille. Donc ce qu'on voit le jour du match est une répétition. Or, ça s'est joué à la veille. Quand nous allions à Blida, ceux qui ont fait le voyage de Blida, comme le nouveau team presse des Lions, il m'a dit que dans l'avion, le gardien Onana lui disait qu'on va passer. Il me l'a dit aussi. Samuel Eto'o leur a dit, nous allons passer. Puisque Samuel est allé en Algérie, il est allé en Algérie 4 jours avant ce match. Il leur a dit, nous allons passer. Et si vous regardez l'attitude d'Onana, lorsque nous prenons le but aux arrêts de jeu, le but de l'Algérie, il continue à galvaniser les joueurs comme si le match avait encore du temps. Parce qu'au fond de lui, il savait que... Donc ces choses que vous voyez là, il ne faut jamais être sceptique. Parce que ce que nous disons de manière physique, nous ne savons pas ce qui se passe de manière spirituelle. Parce que ces choses-là se passent d'abord spirituellement avant d'être physiques. Et je vais vous raconter une anecdote sur ce plateau. Pendant que nous jouons la CAN au Cameroun, moi j'ai eu une information spirituelle. Comment le Cameroun devait faire pour gagner la CAN? J'ai saisi des personnalités dans ces pays. J'ai même saisi, je peux donner son nom aujourd'hui, la vice-présidente de l'Africa Foot, pour lui dire, il faut que tu dises, parce que je ne lui ai même pas dit que je vais voir le président. Dis au président que pour gagner la CAN, voici ce qu'on doit faire. Si on ne le fait pas et qu'on fait autre chose, nous aurons nos yeux pour pleurer. Surtout faire autre chose. C'est possible de savoir la quintessence du message. C'est moi qui vous parle sur ce plateau. Dieu et le diable ne se mélangent pas. Je peux vous dire des gens que j'ai saisis, je ne vais pas prononcer leur nom ici, qui sont des hautes personnalités, même au niveau de la présidence de la République, pour leur dire ce qu'on devrait faire pour gagner la CAN. Spirituellement aussi. Spirituellement. Ah, d'accord. Voilà. Le spirituel domine le physique. C'est pour cela que je t'ai dit, les matchs que nous allons voir jeudi, le match là, le match de jeudi contre la Suisse, le match là va se jouer dans la nuit de mercredi. D'accord. Donc le jeudi, ce ne sera que la mise en scène. Parce que le spirituel domine le physique. Donc, quand Samuel Eto'o vous dit que moi je vais là pour gagner la Coupe du Monde, tu ne sais pas ce qu'il a fait dans le spirituel. Hein? C'est pour cela qu'il faut prendre ça avec deux pincettes, galvanisateur, et dans son spirituel, il sait que moi je vais faire des choses. Parce que si on dit qu'on est sceptique, qui aurait parié un copain que le Cameroun allait gagner les Jeux Olympiques devant le Brésil à 9 contre 11?
devant l'Espagne. L'Espagne en finale. Qui était un pays qui remontait. Et on voit très bien que les meilleurs joueurs de l'Espagne de l'époque, les Xavi, les Puyol, les José Maria, et ainsi de suite, c'était les joueurs qui montaient en puissance. Et c'est avec ces joueurs que l'Espagne a gagné la Coupe du Monde en 2010. Vous voyez un peu. Donc pour dire que ces choses-là, ne soyons pas sceptiques parce que nous-mêmes, si nous sommes, c'est pour cela que je parle toujours de l'organisation. L'organisation, il est physique, il est spirituel. Si on est bien préparé, parce que même ces blancs qui gagnent la Coupe du Monde là, ils ne gagnent pas parce que c'est seulement physique. Hein. Même sur le spirituel, ils travaillent pour gagner la Coupe du Monde. Et la Coupe du Monde, je vais te dire, là où tu la vois là, ceux qui sont dans le spirituel savent déjà qui va gagner. Exact. Parce que tout est planifié, il n'y a pas le hasard là-bas. Ils le savent. Donc, il faut que nous soyons, nous fassions attention. Nous parlons de manière physique, parce que nous sommes des hommes physiques. Mais ceux qui ont la dimension spirituelle voient les choses spirituellement. Et vous vous souvenez que je chute par là également, parce que j'ai fait 2 chutes. Heureusement que vous savez. Voilà. Non, c'est pour c'est pour nos téléspectateurs. Religieusement. Voilà. Vous vous souvenez que j'avais vu une interview de Yannick Noah. Oui. Yannick Noah explique comment il a fait pour gagner Roland Garros. Il dit avant la mort de son grand-père lui disait toujours que mon homonyme, même si je meurs demain, je serai toujours avec toi. Alors, qu'est-ce qui se passe? Yannick doit jouer Roland Garros. À la veille de Roland Garros, le grand-père vient lui parler dans le rêve. Il n'était pas encore mort. Le grand-père vient lui parler dans les rêves, puisque le grand-père est mort en 84, lors du 6 avril 84. Mais il a gagné en 83. Donc le grand-père vient dans les rêves. Donc il part à Yaoundé. Dans les rêves, il parle à son petit-fils. Il lui présente le match à la veille. Il lui montre les erreurs à ne pas commettre. Que tu as vu, comme ça, comme ça, comme ça. Donc, le jour du match, Yannick a continué à dormir jusqu'à, je crois, 9h, 10h du matin. C'est son père qui vient cogner la porte en disant, mais tu vas jouer un match tout à l'heure, là, dans l'après-midi, à 10h, tu dors encore. Il dit que non, j'étais avec grand-père dans le rêve. Il me montrait le match et tout ça. Et vous avez vu, quand Yannick est allé jouer Roland Garros, il a gagné haut la main. Je dis bien, c'est Yannick Noah qui le dit, il y a une interview. Je l'ai vu ça dans une chaîne de télévision française. Il le dit, il ne le cache pas. Pour venir confirmer dans ce que j'ai dit que ces choses-là, ça se passe d'abord spirituellement, avant d'être physique. D'accord. D'accord. Espérons que nos différents Junju au Cameroun ont pris acte de ça. J'ai même vu la semaine passée, dans un journal de la CATV, on a interviewé quelqu'un dans un village, là, je crois il doit avoir les jambes, c'est un paralytique. Il dit que lui, il a fait le voyage, il est allé là-bas. Le Cameroun va arriver jusqu'en quart de finale. On lui dit comment? Il dit que non, moi j'ai été initié par soit qu'il a dans leur village là et tout ça. Donc tu vois, il y a des gens comme ça, les choses là se passent comme ça. Moi, quand quelqu'un parle, moi je dis, ah, je verrai sur le terrain. Je ne doute pas, je ne dis pas que ce n'est pas réalisable. Tout est possible selon la dimension spirituelle des gens. Parce que le monde est d'abord spirituel avant d'être physique. D'accord. On va continuer avec Olivier Bellé. C'est clair, les 2 premiers favoris de cette compétition sont le Brésil et l'Argentine. Pensez-vous que le champion de cette compétition, ça c'est votre avis que je recueille dans le PIF, pourrait sortir de ces 2 nations entre le Brésil et l'Argentine? Oui, de prime abord, on peut dire qu'ils sont favoris, ils sont des potentiels vainqueurs, mais comme le football est devenu bizarre, complexe, on ne peut pas de manière péremptoire dire que absolument, d'ailleurs les joueurs, les parieurs de foot vont vous dire le contraire. Ils perdent les paris sur les matchs qui sont d'évidence gagnés. Donc, moi je verrais dans un autre sens d'autres nations comme celle de la Belgique qui montent, qui peuvent aussi surprendre. Oui. Comme en 2010, personne n'avait parié sur l'Espagne. L'Espagne a remporté ce mondial. Donc, il est fort possible qu'en dehors des habituels favoris qui sont présentés comme les meilleurs, qu'on puisse voir une équipe qui va
sortir du lot comme ça et remporter le Surtout mondial. qu'on a vu le Brésil, Exactement. après la victoire de 70. 70. Ils ont fait 20 ans sans atteindre une finale, je ne dis pas gagner. Exactement. Quand ils ont regagné, c'était en 94 aux États-Unis. Mais de 70 à 94. Une longue traversée du désert. Voilà. Donc, c'est fort possible. Mais ils étaient toujours les favoris. Ils étaient toujours les favoris, comme chaque 4 ans lorsqu'il y a un mondial. Donc, Voilà. faut dire que Ils sont toujours les premiers favoris d'ailleurs. il ne faut pas faire des paris risqués comme ça. On va juste simplement regarder la compétition et dire que on va observer le beau foot. Olivier est toujours cartésien. Moi, je préfère rester prudent et ne pas m'aventurer dans des pronostics qui ne peuvent pas être ce qui va refléter le résultat réel lors des rencontres de ce mondial qui commence aujourd'hui. D'accord, on va se mettre en phase avec nos téléspectateurs qui nous regardent. Je vous en prie, on n'appelle pas, ce sont les SMS ou alors message WhatsApp à travers le numéro qui est affiché au bas de l'écran. Du coup, on va vous permettre d'être en phase avec nous sur le plateau. Bonjour, moi j'ai confiance aux Lions. J'ai confiance que les Lions vont gagner la Coupe du Monde. Supporter numéro 1 de l'extrême nord marois, précisément à Pousse. C'est Christophe qui nous écrit et qui donne son avis. Un autre message. Bonjour, moi c'est Irombe depuis, je vous en prie, si vous appelez pendant qu'on lit les messages, on ne pourra pas s'en sortir. Bonjour, moi c'est Irombe depuis Marois par rapport à cette thématique. Je pense que les milieux doivent redoubler d'efforts également. Je dis à Onana qu'il faut faire très attention à sa sortie prématurée. Effectivement, je m'inquiète par rapport à André, je m'inquiète par rapport à Onana, mais pourquoi pas Ondoa? Parce qu'il n'y a personne derrière lui. Un autre message. Bonjour le plateau, je suis Yann Nana depuis Douala. Au vu des équipes africaines, tout le monde mise sur le Sénégal. Mais ce sera une grande surprise que de voir le Sénégal fébrile. Personnellement, je mise sur le Cameroun, le Maroc et le Ghana. Un autre message. Bonjour le panel, le bloc équipe est... j'en ai pour preuve la façon avec laquelle les joueurs le félicitent entre eux. Après le but de Choupo-Moting contre le Panama, c'est Emmanuel depuis Ebolova. Un autre message. Bonjour, quoi de neuf pour le Qatar? C'est ce qui est à l'ordre du jour, cher ami. Bonjour, comment allez-vous? Par la grâce de Dieu, on va bien. Un autre message, bonjour. Un autre message, le spirituel va nous sauver. Voilà, on va s'arrêter là pour les messages. Il y a un téléspectateur quand même qui est d'accord avec vous, hein, Fabien Bobo, que le spirituel va quand même agir dans cette compétition. C'est lui qui agit d'abord toujours. Voilà. Le physique ne vient que nous donner ce que le spirituel a déjà décidé. D'accord. Alors, Valérie Fotso, on va revenir sur l'histoire des compétitions de la Coupe du Monde. En 98, on a la France qui remporte la Coupe du Monde. La prochaine Coupe du Monde, elle est éliminée en phase de groupe, c'est-à-dire la Coupe du Monde Corée-Japon 2002. En 2006, c'est l'Italie qui remporte la Coupe du Monde. Elle est éliminée en phase de groupe également, cette sélection-là. En 2010, c'est l'Espagne qui remporte la Coupe du Monde et a éliminé la prochaine coupe, la prochaine coupe en phase de groupe. En 2014, c'est l'Allemagne, voilà, qui remporte la Coupe du Monde. Et en 2018, 4 ans plus tard, elle est éliminée en phase de poule. En 2018, la France remporte le mondial. Quel est votre avis? Vous pensez que la France va répéter l'histoire? Cette équipe de France, moi je suis un peu dubitatif. Vraiment, je suis au milieu. C'est vraiment là-bas, l'équipe est en train de... Avec le conteneur de blessures, c'est pas évident. C'est difficile de mettre, de coller une identité à cette équipe de France qui va, quand on vous dit que les responsabilités du milieu de terrain seront complètement déposées sur les frêles épaules d'Aurélien Chouameni. C'est un footballeur talentueux, mais ça c'est un niveau Coupe du Monde. Ce sera peut-être un peu fort pour lui. Derrière,
il faudra trouver une belle paire parce que Presnel Kimpembe, même s'il est souvent contesté, n'est pas là. Varane est amoindri. Vous allez devant, vous allez voir que Karim Benzema, ce qui on misait véritablement, est blessé, il ne sera pas là. Donc vous allez me dire, ok, c'est Randal Kolo Muani qui sera à la pointe de l'attaque, même s'il est associé à Kylian Mbappé. C'est pas... Donc, pour moi, cette équipe de France, pour sortir même de sa poule, devrait me surprendre. Parce que, honnêtement, il n'y a déjà pas eu de temps pour préparer. Et il y a beaucoup de blessés. Parce que vous pouvez avoir votre équipe que vous maîtrisez, et utiliser l'effet de l'habitude. Mais là, on vous dit que l'équipe de France est diminuée, sérieusement diminuée, et il n'y a pas eu assez de temps pour préparer des schémas. Et Didier Deschamps n'a pas assez de temps. Donc pour moi, ce sera très difficile, je préfère le dire. Peut-être le scénario va se reproduire. C'est-à-dire que le vainqueur de la finale de la Coupe du Monde, le vainqueur, va sortir au premier tour. C'est évident. Mais le football étant ce qu'il est, quand vous transposez à la Champions League, à une époque très récente, on ne doublait pas. Quand vous gagnez la Champions League, vous ne revenez pas. Si vous arrivez même en finale, vous serez battu. Mais le Real de Madrid a doublé jusqu'à tripler pour essayer d'effacer cette page de l'histoire. Donc, moi, je pense que ce sera très difficile pour les Bleus, mais la balle est ronde. C'est tout ce que moi je peux dire. D'accord. Jean-Marie Aboganena, c'est clair, il y a quand même un fait marquant qu'il faut relever dans cette compétition depuis l'arrivée des sélections au Qatar. C'est vrai, on a parlé tout à l'heure de l'aspect marketing, mais on a vu quand même que des sélections africaines ont décidé de faire cette expédition dans des tenues un peu particulières qui visent... bon, peut-être je ne vais pas répondre à cette question, mais bon, je préfère vous la poser. Le message caché derrière cet accoutrement qui aujourd'hui est assez particulier, c'est quoi? Bon, disons que il y a le football qui rassemble les nations, mais il y a en filigrane une dimension politique à donner également à l'Afrique qui voudrait, n'est-ce pas, se reconstruire, n'est-ce pas, mettre en avant la culture africaine. Et vous n'avez qu'à voir la tenue que le président Eto'o a proposée à la délégation camerounaise. C'est une tenue, on dirait, sahélienne. Donc un boubou, elle est purement africaine. Alors ça, c'est ce message-là, cette image-là, doit vous donner un peu ce que l'Afrique voudrait aujourd'hui faire passer au monde entier. C'est la renaissance de l'Afrique et vous entendez partout à la fois influenceurs, intellectuels africains prôner la renaissance du continent dans tous les sens du terme, que ce soit sur le plan culturel, sur le plan spirituel, qu'on revienne à nos valeurs ancestrales, qu'on mette en avant notre culture, le génie ancestral. Cette démarche-là participe de tout cela. Et dans certains pays, n'est-ce pas, des réflexions ont été menées pour que ces accoutrements-là soient mis en avant au lieu qu'on reste seulement, je vais dire, accroché aux cultures ou à la culture occidentale. Avant, lorsque vous regardez les différentes délégations, c'était des costumes, cravates. Aujourd'hui, ça a littéralement changé. Et ça, les Africains commencent à prendre conscience de ce que l'Afrique doit se repositionner sur tous les plans. Nous allons certes jouer au football, mais en arrière-plan, nous restons des Africains, c'est ainsi qu'on nous considère. Vous avez suivi la bataille qui a été menée à la fois par l'ancien président Ayatou et tous les autres pour que l'Afrique ait bénéficié du nombre de 5 places qui est le cas aujourd'hui. Ça n'a pas été facile. Donc les Africains, pour reconquérir, n'est-ce pas, leur leadership, doivent déjà se démarquer, même par la manière
de s'accoutrer, de s'habiller pendant cet événement-là. Donc voilà un peu, à mon avis, la petite lecture que je peux faire, parce que l'heure est au grand regroupement. C'est pour ça que les grands groupes sont en train de se reconstituer. Vous suivez le conflit ukrainien avec l'OTAN, l'Europe aussi qui se mobilise, les BRICS se mettent là-bas, l'Union africaine aussi. Donc les nations africaines prennent conscience de cela, et lors d'un rendez-vous comme celui-ci, il vaut mieux y aller avec des accoutrements qui sont propres à nous pour à la fois marquer cette différence qui est déjà sur le plan de notre couleur de peau, une différence considérable, et c'est pour ça que c'est un peu ce que comme ça que j'essaie de justifier cette mise que vous avez déclinée dans votre introduction. Alors Fabien Boubou, quand vous observez tout ce qui constitue les éléments qui ponctuent ou alors qui permettent d'identifier cette compétition internationale, est-ce que vous avez le sentiment véritablement que la balle est au centre pour toutes les nations et que justement tout le monde est au même niveau? Mais pourquoi? C'est une logique, elle est là. Sinon, pourquoi le Cameroun fait comment pour gagner les Jeux Olympiques? Ça dit que la balle était au centre pour toutes les nations qui participaient aux Jeux Olympiques. Mais la médaille d'or est rentrée au Cameroun. C'est la même chose. Comme je venais de vous dire tout à l'heure, tout dépend de la préparation des uns et des autres, de leur état d'esprit et de la vision et la projection que se donnent les dirigeants. Je vous disais tout à l'heure, sur le plan physique, les nations européennes ou sud-américaines préparent la Coupe du Monde pendant 4 ans pour la jouer. Nous, en Afrique, on la prépare dès qu'on est qualifié. C'est-à-dire, si on se qualifie, les quelques mois ou 7 mois ou 8 mois qui restent, on commence à se battre pour préparer. Ça ne veut pas dire que parce que tu as préparé la Coupe du Monde pendant 4 ans, tu vas la gagner. Quelqu'un peut la préparer en 3 mois ou en 4 mois, il vient la gagner. Donc, tout dépend, comme je l'ai dit, d'état d'esprit, de la qualité du travail, de la préparation, de ce que l'administratif... Parce qu'il faut dire ici, à vos téléspectateurs, que le foot que nous voyons sur le terrain, c'est 30% seulement. 70% sont préparés ailleurs, dans l'administration, dans le spirituel, ainsi de suite. 30% seulement sur le terrain. Donc vous comprenez que si les 70% ne sont pas bien préparés, les 30% vont prendre un coup. Ça dit que le terrain va prendre un coup. Une équipe qui est bien préparée, une équipe qui a mis les moyens pour que les gens soient à la hauteur des attentes, peut avoir un résultat positif. C'est pour cela que vous verrez que, c'est Olivier qui le disait tout à l'heure, la majorité de ceux qui sont souvent cités comme les favoris, ce n'est pas forcément eux qui gagnent. Et on a pris le Brésil. On ne peut pas citer un autre pays avant le Brésil dans une compétition de Coupe du Monde. On cite d'abord le Brésil comme favori parce que c'est une terre de football. Mais je vous ai démontré ici que de 70 à leur dernière victoire, ils sont encore allés regagner en 94 aux États-Unis. Ils ont fait 20 ans, je dis bien, sans jouer une finale. Pas gagner, jouer une finale. Donc ils étaient balayés soit dans les poules, soit, je ne sais pas moi, pendant le 8e de finale ou quart de finale ou ceci. Vous avez vu l'Italie qui gagne la Coupe du Monde en 82. Qui aurait parié que l'Italie allait gagner la Coupe du Monde? Or, le Brésil de 82 était plus fort que celui qui a gagné en 94 aux États-Unis. Parce que le Brésil de 82, c'était les Zico, c'était les Socrates et tout ça. Donc, c'était des très grands joueurs. Mais l'Italie, que nous avons tenu en respect dans notre poule, parce qu'il faut dire que l'Italie se qualifie dans notre poule au goal average pour avoir marqué 2 buts que nous. Nous avons tous eu les mêmes nombres de points dans notre poule. C'est-à-dire que l'Italie, la Pologne, le Cameroun et le Pérou. Le même nombre de points. C'est le goal différence là qui fait qualifier l'Italie pour qu'ils aient gagné la Coupe du Monde. Donc vous comprenez que si l'arbitre ne refuse pas le but de Roger Mila contre le Pérou, c'est nous qui devons être premiers de notre poule. Puisque nous devrons battre le Pérou 1-0. Donc c'est des petits alliés comme ça là qui font que dans ce type de compétition,
tout le monde va au même pied d'égalité. Ce n'est pas le nom. Parce que le nom est ronflant et ça fait peur. C'est pour cela que tu vois, en 90, l'Argentine est championne du monde en titre. En 86, au Mexique. Donc quand ils arrivent en 90, ils sont champions du monde en titre. Ils ont le meilleur joueur de la planète Terre, Diego Armando Maradona. Alors, si on suit dans votre question, la balle au centre, on allait dire que le Cameroun quitte, tu ne peux pas, ce n'est pas ton niveau. Mais comme la balle au centre pour tout le monde, nous sommes donc allés sur l'aire de jeu. On a vu le résultat. Parce que nous battons, il faut également dire que le Cameroun bat l'Argentine en finissant dans ce match à 9 contre 11. Ce qui est un exploit planétaire et unique. Aucun pays africain ne l'a fait. D'abord, je vous ai dit à l'entame de l'émission que le Cameroun reste le seul pays en Afrique à avoir battu les deux grands pays sud-américains de football. L'Argentine et le Brésil. Le Brésil en 2003, champions tous deux, champions du monde en titre. Parce que quand nous battons le Brésil en 2003, à la Coupe des Confédérations, ils venaient de gagner 2002, Corée-Japon. Ils sont champions du monde en titre. Donc, tu comprends donc que quand on pose le ballon au centre, même si c'est le petit poussé, vous connaissez l'histoire de Goliath et David. Et il y a un proverbe qui dit chez moi que c'est le plus petit bois au feu qui renverse souvent la marmite. Ce n'est pas les gros bois. Donc quand tu piétines la petite brindille là, c'est elle qui tape le fond de la marmite se verse. Ce n'est pas le gros bois. Donc quand le ballon est au centre là, tout peut arriver là. Puisque nous avons des exemples que je vous ai donnés. Personne en 2000, aux Jeux Olympiques, quand le Brésil égalise à la 94e minute, leur joueur, là, Ronaldinho, qui est devenu la star mondiale, qui a gagné la Coupe du Monde avec le Brésil, est convaincu que le Cameroun doit rentrer aujourd'hui. Mais vous voyez que en 9 contre 11, nous avons créé l'exploit en allant marquer ces buts en or que la FIFA a même enlevé. Parce qu'ils estiment que le but en or a favorisé un petit poussé qui venait d'Afrique. On dit on enlève ça, ça n'existe plus. C'est nous. Parce que quand nous battons le Brésil à 9 contre 11, la planète Terre du football est renversée. Tout le monde ne comprend rien. À 9 contre 11. Qui peut faire ça? Dans le monde ou en Afrique, il n'y a que le Cameroun. Donc si nous sommes bien organisés, si nous mettons les moyens pour travailler, parce que le problème du Cameroun aujourd'hui, c'est que le grand frère Abogane le disait tout à l'heure, nous n'avons plus les joueurs de talent. Pourquoi? Parce que nous sommes restés dans les fourries des victoires et nous ne travaillons pas. Les talents, il y en a. Si on va dans votre village, si on vient dans mon village, si on va dans le village de Mbélé, dans le village de Foto, dans le village de grand frère Abogane, on va trouver les talents comme à Béga, à l'état brut, qu'il faut donc ramener tout simplement pour les façonner, parce que le Cameroun est une terre d'athlètes. Je ne veux pas seulement parler du foot. Comment Mbango fait en s'entraînant avec sa sœur au stade omnisport, et je ne sais pas moi au Sénégal, pour doubler la médaille olympique, alors que les Blancs s'entraînent pendant des années. Parce que le Cameroun, c'est le Cameroun. Et je puisse te rassurer que ce pays que tu vois, Dieu existe dans ce pays. Et quand je dis existe, il habite ce pays. Et Dieu aime ce pays. C'est nous qui ne comprenons pas la dimension de ces choses-là. Quand je vous ai parlé que la CAN, moi je ne suis pas allé voir un seul match de la CAN. Parce que comme les gens ne m'ont pas écouté, je savais ce qui allait arriver. Quand j'ai vu en demi-finale, le coach camerounais se tromper. Ça dit que pendant que son adversaire est en train d'envoyer des joueurs pour aller à la série de tirs au but, lui il enlève ses meilleurs joueurs pour les mettre hors du terrain et prendre les pieds plats pour aller tirer les pénaltys. Alors que nous jouons une demi-finale de CAN à domicile. Je savais que ça va se passer comme ça. Et quand j'ai vu le président Samuel Eto'o baisser la tête dans les loges au stade d'Olembe, ça m'a fait mal. Pourtant, j'avais la solution entre les mains. Et c'était une solution simple. Et c'est le Seigneur qui l'avait dit. Si vous faites comme ça là, ça va se passer. Mais si vous faites le contraire de ce que je vous dis, vous n'aurez que vos yeux pour pleurer. Mais comme on n'écoute pas dans notre pays, on croit qu'il faut d'abord être un grand, marcher dans les grosses voitures, porter les costumes pour qu'on te respecte. Non, les vrais gens sont dans les sous-quartiers comme nous.
Parce que nous avons la possibilité de dire aux grands, voici ce que nous devons faire, voici la route que nous devons prendre. Mais ils ne nous écoutent pas. La preuve, ils sont tous au Qatar, nous on est au Qatar. Quand tu veux apporter une contribution voilà, pour la nation gratuitement. Voilà. On ne t'écoute pas. On n'écoute pas. Mais le jour qu'ils vont nous écouter, vous allez voir la différence. D'accord. Olivier Mbele, le Cameroun entre en compétition avec... le Cameroun joue son premier match c'est contre la Suisse, c'est jeudi prochain. Selon vous, quel serait le 11 probable? Quand je parle du 11 probable, c'est au vu de ce que vous avez vu déjà, le 11 entrant lors de la dernière expédition avec le Panama. Quel sera, selon vous, le 11 probable pour ce match entre le Cameroun et la Suisse? Et j'espère que la régie pourra mettre à l'antenne le classement de la dernière fois pour qu'on essaye de voir ce qui peut être modifié par le manager sélectionneur Rigobert Song. Oui, on regarde des matchs de préparation que nous avons observés depuis quelque temps. On peut penser que dans les buts, on ne va pas commencer avec quelqu'un d'autre en dehors d'Onana. À l'axe central, naturellement Koulou et Castelletto. Sur les côtés, Faye Collins et Nou Tolo. Au milieu, nous aurons Umgwet et Zamboanguissa. Sur Toko Ekambi et comment il s'appelle Chouahongla. Hongla, milieu de terrain. Et Toko Ekambi ou bien Gamaleu, ou bien Bassongo. Voilà. Bon. Moi, je ne sais pas pourquoi on ne fera pas entrer Choupo-Moting qui a commencé les matchs après. Je pense que Choupo-Moting, Aboubakar, Vincent et Toko Ekambi en attaque peuvent faire l'affaire. Il ne faudrait pas que l'un soit assis et l'autre commence le match. Je pense que les trois là peuvent bien commencer le match pour que nous ayons une chance de marquer rapidement des buts et garantir une victoire. Je pense que ainsi déroulé comme ça, si cela est appliqué, on peut avoir un résultat probant. Surtout que la Suisse n'est pas une petite équipe. Il y a observé les matchs de la Suisse durant la préparation et durant d'autres matchs. C'est une équipe vraiment solide, surtout au niveau du milieu de terrain. Ils ont un très bon milieu de terrain. Donc, il faudra qu'au niveau de la défense, parce qu'on a constaté des différences quand même lors des matchs de préparation, il faudra que le staff technique travaille davantage. Parce qu'on a l'impression qu'Ounkoulou manque un peu il est un peu lourd. Je pense qu'il faudra qu'on travaille encore. Peut-être le préparateur physique devra avoir des séances particulières avec Nkoulou pour qu'on n'ait pas à avoir des déchets dans le jeu. Vous savez que la défense a toujours été un compartiment fébrile chez les Lions. Donc je crois qu'il faudra le renforcer. D'accord. Alors, Valérie Fotso, pratiquement 5 secondes, quel serait votre 11 probable par rapport à ce match-là? Je crois que le plus gros souci en ce moment, c'est entre Aboubakar et Choupo, comment les utiliser. Olivier parlait de les utiliser à 4. On a souvent utilisé Choupo en 10. Dans les équipes du Cameroun, mais ce sera aussi en fonction de l'adversaire. Est-ce que Choupo peut jouer en porteur d'eau, c'est-à-dire derrière les attaquants? C'est possible. En 4-4-2, Rigobert n'a pas trop utilisé ça, donc ce sera difficile de les avoir ainsi. C'est plus le 4-3-3 avec une pointe haute et bien sûr Zambo à droite et Thiam à gauche. Donc le plus gros souci sur le classement, c'est Choupo et Aboubakar. L'un forcément devrait faire banquette dans ce match. Et bien, comme on ne change pas l'équipe qui gagne, c'est-à-dire que des deux, celui qui a marqué, c'est Choupo. Donc, et les deux sont aussi capitaines, parce que je crois que l'un est capitaine principal. Non, l'autre est vice-capitaine, donc forcément, ils vont s'entendre. On ne porte pas le brassard au banc, donc forcément. On a vu aussi Nicolas Nkoulou avec le brassard à la sortie. Ouais, mais là, c'est intuitivement qu'Abouaka allait. Et ça c'est pour aller très vite. C'est la preuve que le groupe vit bien. Ça aurait fait scandale, là. Qu'on ait remis à vous. Ça n'a posé aucun problème. Et quand Maxime et Nkoulou est sorti, il allait remettre à Maxime. Donc moi, je comprends de la distribution 2017 au Cameroun. D'accord. Voilà. Alors, on va lire les messages pour sortir de cette émission. Magnifique interprétation, le spirituel domine sur tout ce qu'on fait ici-bas. C'est Marc de Limbé. Voilà, il est d'accord avec vous. Également, les connaisseurs. Ouais, ils savent. Ça, hein. Bonjour, je suis Tekendo. Le message est donné
premier avec 7 points. En fait, le Cameroun sera certainement premier avec 7 points, c'est ce qu'il dit. victoire. Bonjour, moi c'est Karel de Yaoundé. J'ai confiance à l'équipe de Rigobert Song pour y arriver à un certain niveau. Un autre message, bonjour, j'ai confiance à ma nation, le Cameroun. Le spirituel va nous sauver, Eto a tout dit, oui. Bonjour, c'est Bibi depuis Yaoundé. Les Camerounais vont gagner, j'ai confiance aux Camerounais. Bonjour à vous, le Cameroun n'a aucune chance, soyons francs. Le message n'est pas signé. Bonjour, moi c'est Keps Landry depuis Douala. J'ai confiance au Lion. J'ai confiance au Lion en plus. Il n'y a plus de maillot jaune. Donc nous pourrons atteindre les huitièmes de finale. Nous avons gagné la CAN en Côte d'Ivoire avec un maillot jaune. D'accord, bonjour. Je me nomme Rosalie. Je salue le Qatar et je souhaite une bonne chance aux Camerounais. Salut le plateau, le véritable problème dans notre équipe serait la défense. Koulou n'assure pas. Nous allons pleurer Ngandu, c'est Romuald depuis Oyomabang. Bonjour, le conseil à Onana qu'il fasse attention avec son jeu de pied. C'est la Coupe du Monde depuis le Gabon. En fait, c'est ce qu'il dit. Bonjour à tous les panélistes. Moi, je crois que mon pays, le Cameroun, va aller plus loin. Je suis Philippe Martial depuis Douala à Oyak. Merci. Bonjour le staff. Moi, je suis du même avis que mon supérieur en veste qui nous a fait allusion au spirituel. Alors, on rêve la Coupe du Monde bon, depuis Kousseri, en fait. Il fait référence à vous, Fabien Mobo. Bonjour le panel, c'est le coach Désiré Dissot. Le Cameroun pourra aller très loin si ses joueurs sont vraiment unis. L'union est le plus grand Junju. Oui, c'est le Junju. Bonjour Désiré, ouais. Ça fait plaisir de te... Bonjour le plateau, très belle émission. Pour ma part, le coach devra titulariser Choupo-Moting. Je suis aussi d'accord avec le monsieur qui dit que le spirituel compte beaucoup, Julio. Voilà, c'est Julio depuis Yaoundé. On va pas lire tous les messages, conclusion, c'est maintenant. On va dire merci à tous ceux qui nous ont écrit. Il y a tellement de messages qu'on n'a pas pu, on ne peut pas lire. On a la réalisation nous fait signe que nous arrivons au terme de cette émission. On vous dit merci de nous avoir suivis. Merci à tous ceux-là qui sont du côté de Ngaoundéré, naturellement le 3e adjoint au préfet de Ngaoundéré, Manga Franki, qui nous a suivis. Également le capitaine Bassirou Mana du côté de Bafoussam qui nous a suivi dans le cadre de cette émission. Maman Salomé du côté de Batouri également qui nous a suivis. Ils sont nombreux qui nous écrivent. Les messages arrivent simultanément. On prend le rendez-vous pour dimanche prochain sur la même chaîne Camdis Télévision quand il sera 11h. À 20h, aujourd'hui même, Bertie Blanche-Medio et Géraldine Nasset vont prendre la main du grand format de l'actualité. Mais avant, tout à l'heure, quand il sera certainement 17h, entre 15h et 17h, Aimé Moukoko sera de la partie. Il prendra la main pour la retransmission. Et le plateau spécial du match d'ouverture, la cérémonie d'ouverture et le match d'ouverture, on va le dire ainsi, du mondial Qatar 2022. Moi, je vous retrouve tout simplement dimanche quand il sera 11h sur Camdis Télévision, sur le même canal, le 311. Ne zappez surtout pas. Bon dimanche.